Ça, le drapeau qu'on a mis en berne aujourd'hui pour montrer les tristes événements. Gaza a perdu plus de 25 de ses jeunes, dont 9 enfants brûlés. Tu viens de visionner des gens qui étaient dans la rue, sur leur moto, dans leur commerce, recevaient comme ça gratuitement une bombe, les lyncher un peu partout. Et c'est quelques minutes de la rupture des jeunes. Donc le président et les autorités palestiniennes ont communiqué pour mettre tous les drapeaux en berne pour quelques jours. On ne sait pas jusqu'à quand ça va se terminer. Ça va aller. Inch'Allah. La victoire viendra. Allah est grand, Allah est grand. Allah est là et Allah est grand. Bonjour Hans, nous avons le privilège aussi de rencontrer encore une fois son Excellence Safat Ibra Gueye, qui est l'ambassadeur du Sénégal, de la Palestine au Sénégal. Nous nous entretenons avec lui dans le cadre, en tout cas, de cette résurgence de la violence entre son pays et le pays envahisseur, comme vous le dites souvent, qui est l'Israël. Son Excellence, quelle est cette situation que vous pouvez nous dresser par rapport à ce qui prévaut actuellement chez vous, en Palestine? Vous savez, la Palestine est occupée depuis plus de 73 ans. Nous sommes à quelques jours de l'anniversaire le plus tragique de la mémoire collective du peuple palestinien, qui est la Nakba. La Nakba du 15 mai 1948, les Palestiniens se sont vus forcés à l'exil et en 2/3 du peuple palestinien qui est devenu du jour au lendemain à cause de cet ayant de statut de réfugiés et des personnes déplacées. Malheureusement, Israël, qui a occupé 78% lors de la première guerre, elle a réoccupé la partie non encore occupée, c'est-à-dire la Cisjordanie, la bande de Gaza et la partie est de Jérusalem, d'un seul coup, en 5 jours, en plus l'occupation militaire de plateau du Golan de la Syrie, le Sinaï d'Égypte, une partie du Liban, une partie de la Jordanie. C'est-à-dire tous les pays limitrophes de la Palestine historique étaient envahis et complètement et militairement occupés par Israël et par la force. Nous avons donc, par ces indices, à confirmer le caractère agressif de l'État d'Israël. C'est un État qui agresse toujours ses voisins et qui agresse toujours les autochtones qui est venu, pour laquelle il est venu et il voulait le remplacer. Et ce projet colonial qui vise la destruction de la Palestine, vider la Palestine et la terre de ses autochtones et le faire remplacer par des colons, c'est exactement ce que nous subissons aujourd'hui et ce que nous subissons depuis 1948. Et là, l'échantillon de Sheikh Jarrah, un banlieue limitrophe de Jérusalem, est un exemple et aujourd'hui en tête de cette liste des persécutés. Ça s'est passé depuis le début du Ramadan, quand la cour israélienne, la cour suprême israélienne, a donné feu vert dans un avis rendu à certains groupuscules coloniaux de s'investir dans le quartier Sheikh Jarrah et donc d'expulser certaines familles palestiniennes qui résident depuis de longues années là-bas. Ils sont les autochtones, comme je bien qualifié. Donc, autochtones, c'est-à-dire les premiers à avoir occupé cette terre-là. Ce sont les fils de cette terre. Ils étaient là avant l'existence d'Israël. Ils étaient là depuis les Anglais, depuis les Ottomans, depuis tout le temps. Donc, ces Palestiniens se sont vus, par des décisions abusives, illégales et agressives, en train de se faire évacuer, se faire forcer de partir de leur maison. De leur maison. Et apparemment, les décisions israéliennes vont toucher également
une trentaine de familles. Trentaine de familles autour de 500 personnes. Et c'est là où la situation est devenue explosive. C'est là où les Palestiniens de partout ont voulu montrer la solidarité avec leurs frères de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, c'est juste entre parenthèses, c'est Sheikh, c'est un imam qui a accompagné l'émir Salah ad-Din Ayyoubi, qui est venu à l'époque pour libérer Jérusalem de ses croisades. Donc finalement, c'était le chirurgien de l'armée, Al-Jarrah, en arabe, ça veut dire le chirurgien. Donc Sheikh Al-Jarrah, c'est en connotation, en référence à cette personnalité qui s'est installée là et qui est décédé ici, et qui a le tombe près de la mosquée qui porte son nom, et le quartier qui porte son nom. Donc je ferme la parenthèse pour te dire que l'étincelle de cette confrontation, de cette intifada, si j'ose dire, qui a commencé en début du Ramadan, donc ça fait quand même à peu près 4 semaines, coïncide effectivement avec d'autres plans de provocation mis en place par les Israéliens. En particulier la confiscation de Bab el-Amoud. Bab el-Amoud, c'est une des plus vieilles portes de Jérusalem, de la vieille ville, de la vieille ville, c'est-à-dire la porte qui donne accès au commerce de l'intérieur du rempart et qui donne accès également aux mosquées et aux églises, à tous les lieux de culte de l'intérieur. Parce que c'est là, la partie est contient réellement ces lieux saints, musulmans et chrétiens, qui appartiennent à la Palestine. Et mettre les barrières, gêner les gens, les empêcher de se mettre dans leur rassemblement habituel, c'est un lieu de respiration, c'est un lieu de rencontre pour les Palestiniens, surtout au mois de Ramadan. Ça a été quand même la goutte qui a fait déborder la vase. Et pendant 13 jours, les Palestiniens ont confronté par leurs bras nus la police et l'armée israélienne d'une scène héroïque que vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux. Les Israéliens se sont retirés. Après, ils ont retiré leurs barrières. Et ça nous rappelle de la politique israélienne habituelle, c'est d'envoyer les ballons d'essai. Ils ont essayé de provoquer les Palestiniens autochtones de cette ville en juillet 2017, quand ils ont mis au portail de la ville la porte technique électronique. C'est-à-dire, pour entrer la ville, il faut que tu sois fouillé par ce système d'infrarouge. Et tout ça, ça a provoqué les Palestiniens. Et à l'époque, c'était des émeutes incroyables. Et ils se sont, finalement, ils ont fini par enlever ces barrières. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier, il n'y a même pas 2 semaines, les Palestiniens chrétiens, nos frères, fêtaient leur plus grande fête, c'est le Pâques. Et également, ils étaient d'une façon incompréhensible, à notre grande surprise, des fidèles qui partaient aux églises à la veille des Pâques, le samedi de lumière, ce qu'on appelle le Sabt Nour. Ils étaient tabassés, interdits également. Donc l'armée ou la police israélienne ne s'en prend pas tout simplement, ou ils ne s'en prennent pas tout simplement qu'aux musulmans palestiniens. Mais non, ils s'attaquent à tout Palestinien, quel que soit votre... musulman ou chrétien, que ce soit arbre ou pierre ou homme palestinien, tous sont des cibles préférées pour la police et pour la provocation coloniale israélienne. Ça, c'est quelque chose que nous vivons depuis de longues années, depuis l'occupation israélienne, et malheureusement, ça ne date pas de Sheikh Jarrah, ça ne date pas du début de Ramadan, et je ne crois pas que ça va se régler demain avec le retrait de ces barrières, parce que les Israéliens nous font habituer à sonder les réactions palestiniennes, à vouloir toujours sonder les réactions en faisant des actes provocatrices. Maintenant,
le prix qu'on a payé, le prix que les Palestiniens ont payé pour ces provocations, c'est quand même assez cher. Hein? Nous avons vécu, nous avons assisté la nuit de destin, qui est la nuit la plus célèbre du mois sacré du Ramadan, la nuit du Saint-Coran. Les musulmans se rendent dans leur mosquée. Ça, c'est quelque chose. Ce qu'on appelle ici communément le Laylatul Qadr au Sénégal. Laylatul Qadri, la nuit de destin. Laylatul Qadri. Donc, vendredi, ils étaient autour de 350 000 Palestiniens rassemblés pour le dernier vendredi. Le soir, ils étaient autour de 150 000. Les Israéliens ont décidé de les empêcher de revenir à la nuit de destin. Et ça a créé également des émeutes. Les Palestiniens n'ont pas baissé les bras, ils ont essayé par tous les moyens de s'infiltrer dans leur mosquée, et même en escaladant les murailles, tu vois. Donc c'est quelque chose d'anormal. On nous met dans une situation incroyablement et insupportable. Maintenant, cette nuit-là, qui est censée être une nuit de culte, une nuit d'adoration, de prière, les Israéliens nous ont suivis à l'intérieur de mosquées, avec leurs bottes militaires, en frappant, en cassant les portes et les fenêtres. Et tu as vu les images les démontrent d'une façon claire. Ils ont lancé des bombes lacrymogènes, des bombes assourdissantes, dans les coins où il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des vieillards. Et en causant donc le panique générale, causant des blessés et des choqués. Également, ils ont tabassé des vieillards, des hommes religieux, des femmes surtout. Et ils l'ont entraîné même par terre, etc., d'une façon humiliante. Donc c'est ça qui a fait que l'escalade est rentrée dans une dimension plus dangereuse. Et c'est pour ça qu'il y a eu la riposte de Gaza contre cet état d'humiliation, et Israël a malheureusement hier et aujourd'hui a commis des massacres à Gaza en bombardant des quartiers résidentiels. Aujourd'hui, ils ont fait descendre un immeuble de 13 étages. Hier, ils ont attaqué à des commerces, à des gens dans la rue, même des motards qui étaient incendiés par leurs bombes lancées par les avions de chasse, qui est censé être utilisés dans une guerre entre des deux puissances quand même, oui. Et pas contre des habitations. Donc malheureusement, cette lâcheté et cette agression qui fait partie du caractère fondamental de l'État d'Israël, parce que c'est un État qui domine par l'agression et qui occupe par la force et par la guerre. C'est tout. Donc ce n'est qu'une définition répétitive de ce que c'est la vérité d'Israël. Ça révèle ce que c'est Israël. Aujourd'hui, on sait très bien que Netanyahou, Israël passe une crise. Ça fait 2 ans qu'ils ont refait 3 élections en 2 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une panne au niveau de pouvoir politique. Ouais. Et c'est pour ça, récemment, et ça c'est notre analyse, Netanyahou qui a voulu entraver le travail de ses rivaux, parce qu'il n'a pas achevé sa mission pour constituer un gouvernement israélien. Donc le président israélien a confié quelqu'un d'autre. Donc Netanyahou, qui est toujours le Premier ministre par intermédiaire, il a miné si tu veux, il a miné le champ pour rendre la mission de ses rivaux quasiment difficile. Donc c'est une enchère sanglante qui s'annonce pour exporter leur propre crise interne vers les Palestiniens. Comme d'habitude, ils font la guerre contre Gaza, contre le Liban, ils augmentent les colonies en Cisjordanie, ils assassinent des personnalités importantes. C'est ça leur tactique, si tu veux, pour faire oublier l'opinion publique israélienne, leur propre corruption. Parce que Netanyahou, il est suivi des affaires de corruption jusqu'au nez. Il ne veut pas qu'il soit écarté de la scène politique, donc il confond les cartes.
Ça, c'est notre analyse. Je crois que ça correspond à la réalité israélienne. Autre chose, et c'est important à rappeler, c'est que qui gouverne en Israël? Réellement, c'est qui gouverne en Israël? C'est la droite et l'extrême droite. Il n'y a pas ni gauche ni milieu. Israël aujourd'hui, il est entre extrémistes et super extrémistes. Donc malheureusement, ce sont les colons qui s'infiltrent et qui dominent l'armée, la force de la sécurité, le Mossad et le gouvernement. C'est-à-dire même s'il n'y a pas directement une gouvernance de colons en soi, ils sont au gouvernement à l'ombre. Et on voit des partis liés aux colons, comme les Havis, comme les constructeurs de temples, et plusieurs groupuscules qui sont aujourd'hui dans la liste de cette coalition. Donc qui que ce soit, qui arrive, quelle que soit la personne qui arrive, la personnalité politique, doit en tenir compte. C'est ça. Et malheureusement, ces groupuscules, qu'est-ce qu'ils visent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Dans leur théologie profonde, ils appellent au meurtre des Arabes, ils appellent à expulser les Palestiniens de chez eux, ils appellent à détruire la mosquée d'Al-Aqsa et reconstruire ce qu'on appelle le temple de Salomon, le temple perdu, à sa place, sur le même lieu. Sur le même lieu. Et on sait qu'il n'y a aucune trace, même les archéologues du monde entier, y compris les archéologues israéliens. Il n'y a aucune trace qui montre que le temple de Salomon était sur la même place que la mosquée d'Al-Aqsa. Ils ont fouillé sous la mosquée d'Al-Aqsa. Ils n'ont rien trouvé. Tout ce qu'ils trouvent, ça remonte à l'époque arabo-musulmane. Donc ça le rend en état hystérique. Et bien sûr, ce qui les a rendus en état hystérique ces derniers temps, c'est la CPI. Parce qu'on sait tous qu'Israël n'a pas encore digéré la décision du procureur général de la CPI, la Cour pénale internationale, de se doter d'une compétence juridictionnelle pour enquêter sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en territoire palestinien. C'est-à-dire qu'Israël est accusé non seulement d'apartheid par les grandes organisations internationales comme Human Rights Watch il y a quelques temps, il y a quelques semaines, mais aussi de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, qui peuvent mettre leurs dirigeants politiques et militaires dans une situation embarrassante. Quand ils passent dans un pays ou dans une capitale des pays signataires à l'accord de Rome, ils doivent être arrêtés et poursuivis. C'est ça la règle. C'est ça, faire respecter le droit international. C'est ça, quand ils sont en train d'enquêter sur des crimes. Et ils sont des criminels tout court. Donc ils savent que c'est mal barré pour eux. Ils commencent à confondre les cartes et à vouloir monter le bar de ces violences, malheureusement pour ramener le monde sur une autre piste et pour imposer des échéances nouvelles. C'est vrai, c'est une histoire qui remonte de 1948. Elle a plus de 70 ans aujourd'hui. Presque le regard du monde sur ce conflit-là semble intact. Il ne change pas parce que des décisions sérieuses ne sont toujours pas prises. Quel est maintenant cet appel, vous, en tant que représentant d'un pays, en tant que diplomate, quel est maintenant ce message-là que vous pensez qu'il doit être véhiculé pour retenir ou contenir l'invasion israélienne chez vous en Palestine? Je crois que mon message pourrait être adressé à tous les pays, surtout les pays avec lesquels des relations normalisées avec Israël. Ceux qui ont normalisé avec Israël, ils ont échangé les ambassades et les ambassadeurs. Il est temps de revoir leur position. Il est temps de faire respecter le droit international. On est tous membres de la communauté internationale, donc il est de notre devoir, chacun, d'une façon individuelle et d'une façon collective, de secourir les victimes. Et de ne pas le faire, c'est une sorte de complicité avec le criminel. Donc, au moins revoir ses positions et mettre en place un minimum de sanctions économiques, à l'instar de sanctions qui étaient posées
qui était imposée contre le régime de Pretoria, de l'Afrique du Sud, parce que Israël est une incarnation de l'apartheid sud-africain aujourd'hui. Et on a besoin de montrer à Israël cette politique de béton. Ça suffit de donner des carottes. Donner des carottes, on mange la carotte et on a peur de rien. Il n'y a rien qui nous fait peur. Donc au moins montrer un peu le béton. Si on ne va pas frapper avec le béton, on montre le béton. Israël, tu ne peux pas être... le pays est intouchable, hein, voilà. On ne peut pas laisser Israël agir en toute impunité. On ne peut pas traiter Israël d'une façon exceptionnelle. Israël, c'est un pays comme les autres, et c'est un pays qui viole le droit et qui doit être sanctionné par tous les pays. Et chaque pays est souverain de revoir sa politique. Mais mon message, mon cri de cœur, il est temps de le faire. On ne peut pas observer ce qui se passe en Palestine sans rien faire. L'incendie qui touche à nos voisins va nous atteindre bientôt. Donc c'est ça la solidarité internationale, c'est ça que nous attendons de pays du monde, surtout les pays qui défendent le droit de l'homme, qui chantent la mélodie du droit de l'homme. Et quand c'est Israël en mise en cause, le droit de l'homme, on passe autrement. C'est pas possible. Maintenant, c'est l'hypocrisie de ce monde qui doit être révélé. C'est le courage qu'on a besoin des pays afin d'entreprendre une série d'actes et pas seulement se contenter des déclarations et des mots. On a besoin vraiment de s'impliquer davantage pour protéger le peuple palestinien et pour mettre fin à cette occupation, à ces groupes terroristes et coloniaux. C'est important. En Israël aussi, la Palestine, surtout en Palestine, le problème de terre se pose parce qu'ils disent que c'est un retour à la terre promise, mais en dehors de ce théorème-là qui est offert au monde, est-ce que vous pensez que réellement il y a autre intérêt important qui font que les Israéliens sont prêts à tout, même à vous décimer pour rester au niveau de la Palestine? Il faut faire une relecture profonde du projet sioniste israélien, c'est-à-dire le projet qui était l'auteur de la création d'Israël. Et il faut revenir en 1907, si tu veux, pour comprendre comment l'alliance impérialiste et sioniste se sont nouées et se sont intersectées. L'alliance entre la Grande-Bretagne et le mouvement sioniste était là depuis 1907 avec une conférence internationale qui était abritée à Londres. Et Campbell, le Premier ministre, parce que la conférence porte son nom, avait invité les pays européens pour soutenir la création d'une entité étrangère à l'est de Sinaï, du canal de Suez, à l'est de Sinaï, c'est-à-dire la Palestine. On n'a pas eu mieux ciblé que cette terre, parce que c'est le carrefour entre les trois continents, et c'est une terre où on peut séduire les Juifs du monde, on peut les arnaquer, on peut les exploiter, on peut les faire glisser leurs pieds dans ce projet, parce qu'on a besoin d'hommes pour coloniser cette terre. Donc on a commencé à mentir sur les Juifs persécutés par les pogroms en Europe de l'Est et persécutés par la suite par Hitler. Et venez en Palestine, c'est votre terre d'asile, votre pays promu par Dieu. Donc on a refait vivre des récitals tauratiques et bibliques très anciens, la falsifier d'une façon afin de détourner un peu les têtes de ces personnes qui étaient victimes, évidemment, de certaines discriminations. D'une théorie complotiste. Donc, on a voulu les ramener en cette terre, en croyant que cette terre où coule le lait et le miel, ce n'est pas vrai. Ou cette terre où il n'y a personne, parce que ça a été dit, la Palestine est une terre sans peuple, qui doit être rendue à un peuple sans terre. Mais qui a dit que la Palestine n'était pas peuplée? La Palestine était peuplée par la plus vieille civilisation de l'histoire, par les peuples plus anciens de la région. C'est les Cananéens qui l'ont construit.
Et ça remonte à 7000 ans. Donc, ce n'est pas une question de 1000 ans ou de 2000 ans. On ne va pas entrer dans ce droit historique. C'est long, oui. On va ce débat religieux parce qu'on sait très bien que les Juifs eux-mêmes, ils étaient victimes de cette propagande sioniste et de cette alliance sionisto-britannique qui a commencé officiellement par la déclaration Balfour et qui est arrivé à mettre les Américains à la place des Britanniques, les Américains qui ont pris le flambeau après les Britanniques dans cette région. Et ces Américains, et on a vu la déclaration Trump, qui est une incarnation de la déclaration Balfour en 1917, en 2017, donc 100 ans plus tard, Trump refait une déclaration injuste et qui fait fi à l'existence du peuple palestinien. Tout ça, c'est pour dire que nous sommes devant une affaire purement politique, basée sur la négation de droits, sur la guerre d'épuration ethnique. On ne veut pas des Palestiniens. Les Palestiniens sont des témoins des peuples autochtones. C'est comme les Indiens en Amérique. Les Indiens dérangent la version américaine aujourd'hui, parce que c'est eux qui étaient les victimes de cette conquête européenne du continent américain. Et c'est eux qui ont payé de leur chair et de leur sang. Aujourd'hui, ils veulent nous transformer en peau rouge, en expulsant les Palestiniens et en construisant sur leurs ruines des villes nouvelles et confisquer leur histoire, confisquer la géographie, confisquer tout. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ces génocides encore une fois. Ça, c'est quelque chose qui est immoral et que le monde doit être éveillé et le monde doit quand même agir. Il ne peut pas être en silence longtemps. C'est important. Y a-t-il pas quelque chose de plus mystique qui dépasserait la politique et qui intéresse par accident les Israéliens, peut-être, chez vous? Il n'y a rien de mystique pour les Israéliens. Tout ça, c'est une histoire falsifiée et c'est une exploitation politique pure et dure. D'accord. Pour des raisons coloniaux et pour des intérêts occidentaux. Okay. Des intérêts qu'on a voulu et qu'on a définis à la conférence de Campbell de 1907 de Londres. Et au-delà, tout ce qui s'est passé. Pourquoi Israël a eu ce traitement privilégié et cette protection, cette surprotection de l'Occident? Tout simplement parce qu'Israël sert à leurs intérêts et sert comme un poste d'avant-garde pour leurs intérêts dans la région. C'est une région riche de pétrole et de gaz et des minéraux, etc. C'est une région aussi... Donc il y a des intérêts économiques aussi qui prédominent à la base. À la base, ce sont des intérêts économiques et des intérêts stratégiques pour maîtriser le carrefour entre les trois continents, la route vers la route de soie, vers l'Inde et vers la Chine. Ça, c'était le calcul britannique de l'époque, de la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, c'est toujours cette valeur diplomatique même d'une entité qui Israël, d'une entité qui nous aide afin de tabasser tout projet de renaissance, tout projet qui peut ressusciter un peu l'unité arabo-musulmane dans cette région. C'est-à-dire on met un pion au cœur d'un corps. Pour que le corps soit paralysé, on ne peut pas se battre. Parce que déjà, il y a un pion ici. Donc, c'est une entité qui fait qu'on doit vous diviser et vous devez être affaiblis. Comme ça, vous êtes tous à notre botte. Oui. C'est ça. Donc vous êtes au Sénégal ici. Il y a eu un engouement quand même qu'on a pressenti, surtout au niveau des réseaux sociaux. Les Sénégalais soutiennent le peuple palestinien. Tout le monde partage ce hashtag qui est Free Palestine. Le dernier à le faire, c'est l'international sénégalais Sadio Mané. Cela vous va droit au cœur. Quel est le message maintenant que vous lancez à ce lion qui pourrait, par en tout cas coup de magie, influencer ses coéquipiers à l'équipe nationale et à faire idem? Ça pourrait être un écho.
Je crois que Sadio Mané, qui est un emblème des jeunes sénégalais et même africains, et même nous, on aime beaucoup, on admire, moi personnellement je l'admire, parce que je connais son histoire. Je connais son histoire le plus simple, comme un fils dévoué au service de sa commune, au service de son pays, et toujours réglementé à l'islam. Donc Sadio Mané, qui représente les jeunes sénégalais, qui représente la jeunesse sénégalaise et qui représente également les stars sénégalais. Mais ça dépasse Sadio Mané. C'est vraiment toutes les références, toutes les familles religieuses, tous les Sénégalais de toutes religions confondues ont exprimé ces derniers temps, ces derniers 24 heures, sur mon téléphone, je peux te le montrer, oui, des centaines de messages de solidarité et des lettres et des communiqués de partout et des enregistrements audio des grands cheikhs, des grands imams et des grands aussi syndicats et structures de toutes les confréries confondues ici au Sénégal. Ils ont réagi d'une façon rapide, ils ont réagi d'une façon ferme, leur solidarité et leur indignation de ce qui se passe en Palestine. De ce qui se passe en Palestine, c'est pas hier. Mais ce qui se passe en Palestine, c'est ce qui continue en Palestine, malgré le mois sacré de Ramadan, malgré tout le sacré que porte cette question palestinienne. Nous attendons, Inch'Allah, que également les autorités sénégalaises, on n'a pas de doute que le Sénégal, l'État du Sénégal, est un reflet également de ce qui sont les Sénégalais. Les autorités sénégalaises, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui préside le comité le plus important de l'ONU sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc le Sénégal a un rôle à faire, un rôle à jouer. Et également, le Sénégal fait partie des pays membres fondateurs de l'OCI. Et il ne faut pas oublier que l'OCI s'est tenu en raison de l'incendie criminel qui a eu lieu en 1968 contre la mosquée d'Al-Aqsa. Donc c'est Al-Aqsa, c'est Jérusalem qui nous a réunis en tant que pays musulman et qui nous a fait constituer cette grande organisation de l'OCI, qui aujourd'hui, le Sénégal est une figure leader de l'OCI et même vice-président de la commission d'Al-Quds, que préside le Maroc. Donc le Sénégal joue son leadership au niveau régional, au niveau mondial, et on compte beaucoup sur le Sénégal pour marquer sa position d'une façon encore exceptionnelle. Comme d'habitude, et depuis Senghor, ce n'est pas un secret, tous les 4 présidents qui ont succédé à la présidence de l'État sénégalais avaient tenu des propos très fermes et très fiables, en soutien constant aux droits palestiniens. Qu'est-ce qu'on a entendu? C'est exactement le Parlement, c'est exactement le ministère des Affaires étrangères. On espère aussi maintenant, dès que le ministre me reçoit, normalement elle est de retour de sa mission, je dois être reçu par le ministre. Maître Aïssata Tall Sall. Tout à fait, pour lui faire le compte rendu. Discussion sur cette affaire. D'accord. Vous êtes palestinien, bontain. Actuellement même, je sais que... Sénégalais du cœur. Sénégalais de cœur, et qu'en Palestine, il y a des Palestiniens désarmés ou sans armes qui font face à l'envahisseur israélien. Quel est le message là maintenant que vous leur lancez dans de telles situations? À mes compatriotes, je ne peux dire que rester soudés, rester résistants et résilients, on n'a pas d'autre alternative. Le monde va bouger, Allah est derrière nous, Allah ne nous laissera pas. C'est une cause juste, c'est un combat légitime et on ne peut que donner des sacrifices. La liberté a un prix très cher, mais notre sang devrait faire partie de ce prix qu'on paye. C'est-à-dire le prix de la liberté est trop cher, est trop précieux, mais nous sommes obligés de donner
par tous les moyens, de notre chair, de notre sang. Malheureusement, j'espère que ça s'arrête bientôt, mais finalement, on est condamné. On est condamné de résister, on est condamné de se révolter, on est condamné de rester vivant en dignité ou de mourir en dignité. On n'a pas d'autre choix. Et il ne faut pas attendre du monde qu'il s'implique aujourd'hui. Le monde, il est un peu pris par d'autres soucis, mais la Palestine triomphera. Et le droit palestinien triomphera et le peuple palestinien invitera le monde entier au moment de la victoire pour faire la prière et remercier Allah de cette victoire. C'est une question de temps. Que ça soit tôt ou tard, la Palestine sera libre, indépendante et Al-Quds sera retournée aux Palestiniens, Inch'Allah. Et les Sénégalais et tous les libres du monde seront au rendez-vous de cette victoire, Inch'Allah, avec nous. Merci beaucoup, Son Excellence Safwat Ibra Gueye. On vous remercie. On souhaite aussi, en tout cas, le retour de la paix, de la quiétude sociale chez vous, parce qu'après tout, la Palestine, c'est un peuple frère. Free Palestine. Free Palestine. Barakallah fikoum. Merci. Et vive le Sénégal. C'est bon?